Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Aymeric Deschamps, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président, cofondateur de Foam, qui est opérationnel, on va dire, depuis 2020. C'est quoi l'histoire, le point de départ? Comment vous avez créé Foam? Le point de départ, c'est que je cherchais à lancer une nouvelle entreprise et en observant un peu le marché de la mode, à cette époque-là, je me rendais compte que l'industrie était très régulièrement remise en question, challengée pour ces différents niveaux d'impact qu'elle pouvait avoir sur l'environnement. Ouais. Et donc, en creusant ces sujets-là, au fur et à mesure des digressions, des investigations sur le marché, des discussions qu'on pouvait avoir avec les dirigeants de l'industrie, on se rendait bien compte que d'un côté, il y avait un marché de la seconde main qui était en pleine croissance et qui, jusqu'à présent, était très fortement capté, enfin la valeur était très fortement captée par les grandes plateformes, qui revendaient les vêtements des marques et que les marques n'en tiraient pas de profit. Et donc, à partir de ce constat-là et en observant d'autres marchés qui pouvaient être plus matures sur le sujet, comme le marché automobile, évidemment, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une solution à proposer, un accompagnement à proposer aux marques pour leur permettre de se positionner sur ce marché, d'aller chercher des clients existants et par la même occasion de décarboner en partie leur business model. Et alors, ça marche comment? C'est quoi Foam? Nous, concrètement, on est vraiment à la croisée de l'entreprise de logiciels et du conseil. Évidemment, en fait, développer et mettre sur pied une infrastructure de seconde main pour une marque de mode, c'est quelque chose qui peut être assez complexe et coûteux parce que c'est une architecture de business qui est très différente. Ce sont des flux logistiques qui sont très différents et des flux opérationnels très différents. Et donc, nous, on a développé l'ensemble des logiciels dont elles ont besoin pour pouvoir internaliser la distribution de leur marché de la seconde main. Donc concrètement, si vous prenez l'exemple de l'un de nos clients, vous allez sur le site de Lacoste, vous avez un onglet seconde main et quand vous cliquez dessus, en fait, derrière, tout est aux couleurs de la marque, mais opéré par nos équipes. Et ensuite, il y a toute une partie évidemment conseil, puisqu'il y a beaucoup d'évangélisation à faire sur ce modèle pour convaincre les marques de transformer et faire évoluer leur business model. Oui, ça peut sembler contre-intuitif au départ. J'imagine qu'il a fallu convaincre. Attendez, vous êtes bien gentil, mais je vais moins vendre de neuf si vous m'obligez à développer la seconde main. Ça semble souvent contre-intuitif. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous, il y a 5 ans, quand on a démarré notre activité, on avait au début des intuitions qui se sont transformées au vu des premiers résultats en convictions. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a des preuves tangibles pour expliquer aux marques les bienfaits d'un modèle de seconde main. Parce que si on prend un peu de hauteur sur le marché, on a une industrie de la mode qui est quand même en difficulté et ou en transformation, avec le contexte économique et géopolitique global qui ne sert pas le développement business des marques, ou en tout cas qui crée beaucoup d'incertitudes. Une saturation du marché sur le digital, qui a pour conséquence d'avoir une offre extrêmement importante et donc une volatilité plus forte des clients. Et la conséquence de ça, c'est que les budgets marketing des marques pour soit acquérir des nouveaux clients ou fidéliser leurs clients ont augmenté. Et donc, elles doivent trouver des relais de croissance à ça. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'à travers les modèles qu'on met en place chez nos clients, nous, notre métier, c'est également de les aider à mesurer l'intérêt de déployer des business models de seconde main. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un très fort intérêt des marques pour acquérir des nouveaux clients via l'achat de seconde main ou pour fidéliser leurs clients via un programme de rachat de produits en échange de cartes cadeaux qui va pouvoir réengager le client dans la marque. Alors, je vais vous citer, les marques n'ont plus d'autre choix que de transformer leur modèle. Le marché de la seconde main leur offre justement des perspectives durables. Si on se place sur une échelle de 1 à 100, cette transformation des marques, on en est où ? On est à 10, on est à moins de 10. On peut peut-être prendre un repère de... Nous, on regarde beaucoup le taux de pénétration de la seconde main dans le business e-commerce des marques, puisque c'est le principal canal de distribution de notre modèle à l'heure actuelle. Et chez nos clients, en général, au bout de 3 à 5 ans de partenariat, on peut atteindre des taux de pénétration de 10%. C'est-à-dire que la seconde main peut représenter 10% du chiffre d'affaires d'une marque sur un marché donné. Je ne sais pas si un jour on arrivera à 100, mais nous, on pense qu'un jour, la seconde main peut représenter 20 à 30% du business model des marques, à partir du moment où on accompagne les marques de la bonne manière, où on est très pédagogue sur l'intérêt de ce business model et sur la preuve business de l'impact positif. Alors ça rejoint, vous avez presque répondu, la question que Alexandra Mathiolon, la présidente du groupe Serfil, qui était à votre place la semaine dernière, a choisi de vous poser. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Émeric. Eh bien, je serais ravie de savoir en fait l'évolution du marché de la seconde main. Est-ce que ça commence à prendre une part en pourcentage de marché importante, notamment chez les grandes marques, et notamment de comprendre si c'est au cœur du business model où ça reste encore un peu à la marge, un peu niche, et du coup, quels sont les obstacles que vous pouvez avoir pour le développement de la seconde main. Alors, le pourcentage, vous nous l'avez donné. Les obstacles. Quels sont les obstacles au développement aujourd'hui? Les obstacles, c'est que les marques sont dans un environnement qui est très fortement contraint. Donc, elles ont finalement assez peu de ressources et de bandes passantes pour s'intéresser à des nouveaux sujets qui peuvent sembler, en plus, sur le papier, assez structurants. Et donc, nous, notre enjeu, c'est d'expliquer tout l'intérêt du business model, prouver que ça va être rentable, qu'à terme, ça va être non dilutif en termes de marge, parce que nous, notre enjeu, donc on est une société à impact, mais si on veut avoir de l'impact, il faut que ce business model prenne de plus en plus de place dans le business model des marques. Donc, il faut qu'il soit rentable aussi pour les marques, bien sûr. Donc, il faut démontrer cette rentabilité, il faut conduire le changement, et il y a beaucoup de parties prenantes chez les marques, puisque la seconde main va être distribuée la plupart du temps par le e-commerce. Il faut convaincre le directeur e-commerce de l'intérêt de ce modèle pour réduire, par exemple, ses coûts d'acquisition. Il va falloir convaincre les équipes en boutique, puisqu'on va proposer un service de collecte des produits en boutique. L'intérêt pour eux, c'est évidemment de drainer plus de trafic en boutique, mais c'est un nouveau service que vous allez devoir, sur lequel vous allez devoir former la force de vente. Il y a évidemment la direction financière, puisque déployer un business model d'achat, revente de produits de seconde main via un système de carte cadeau, expliquer à quel point le modèle de la carte cadeau est intéressant et dérisqué pour une marque, mais construire un compte de résultats qui permet de bien interpréter cette rentabilité, c'est une vraie conduite du changement. La direction marketing, communication, parce qu'il y a l'enjeu de la désirabilité de la marque. Comment est-ce qu'on explique? Oui, est-ce qu'on ne dilue pas sa marque finalement avec des produits de seconde main? Ça peut être une crainte au départ, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est tout le contraire. Ça la diffuse. Ça diffuse, et puis à partir du moment où la marque affiche des produits de seconde main et est confiante pour revendre ses produits de seconde main, c'est qu'elle a confiance dans la qualité de ses produits, et deux, qu'elle a confiance dans la valeur à laquelle ils vont pouvoir se revendre. Évidemment, la première raison d'achat en seconde main, c'est le prix. Mais à partir du moment où vous montrez que le produit de votre marque se maintient à un prix relativement élevé en seconde main, c'est que votre produit est désirable dans le temps et de bonne qualité. Mais il y a quand même quelques coûts cachés. Je sais pas, la logistique, le contrôle qualité, etc. Ils ne sont pas cachés, ils sont assez explicites. Bon, alors des coûts réels. Non, et effectivement, il y a un ensemble de coûts à prendre en compte, puisque le coût de traitement des produits est relativement élevé, en tout cas, est existant. Et c'est vrai que pour chaque produit, il y a un ensemble d'opérations à réaliser. Il faut le récupérer, on collecte le de sa produit, qualité. Il y a le transport, le contrôle qualité, l'authentification pour certains de nos clients, Lacoste, Ami par exemple, Longchamp. Et derrière, on va procéder en fonction des besoins de la marque et des besoins du produit à des séries d'opérations, de nettoyage, de réparation, de repassage, de shooting photo. Et donc tout ça, évidemment, ça a un coût qu'on optimise et qu'on atténue évidemment dans le temps, mais qui derrière est absorbé par la valeur de revente du produit et par le double business model qui est lié à l'intégration de la carte cadeau qui va entraîner un réachat sur la seconde main ou sur le neuf en fonction de ce que souhaite faire le client. Est-ce que ça accroît la fidélisation des clients? Énormément. Pourquoi? Je veux bien que vous m'expliquiez le mécanisme qui fait que ça rend les clients d'une marque plus fidèles. En fait, la marque va pouvoir... on parlait tout à l'heure de volatilité des clients. Aujourd'hui, les clients peuvent être captés par une marque ou par un autre parce qu'ils sont abreuvés de messages de promotion des marques. On nous incite à consommer. Voilà. Et donc, développer un nouveau service qui permet de créer une nouvelle interaction avec ce client, qui permet de rendre du pouvoir d'achat avec votre client, parce que vous allez dire à votre client, bonjour, nous reprenons vos produits, en échange vous aurez une carte cadeau, vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à venir en boutique, on s'occupera de tout, et derrière vous pourrez également découvrir la nouvelle collection si nécessaire. Donc d'un point de vue service c'est très intéressant, et d'un point de vue réengagement, le client va pouvoir redécouvrir la nouvelle collection et réacheter dans la marque. Et en fait, chez beaucoup de marques, l'enjeu c'est de faire revenir ses clients. Il y a évidemment une partie du business qui est liée à la capacité à acquérir de nouveaux clients, mais il y a une partie des investissements marketing qui sont dédiés à réactiver ces clients. Et donc, quand vous envoyez un message à vos clients pour dire « on a un nouveau service qui va dans le bon sens des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui d'un point de vue environnemental et qui en plus va récompenser votre fidélité parce qu'on va vous racheter votre produit en carte cadeau »,
derrière, vous allez réacheter dans la marque et donc vous allez être complètement fidélisé avec un service en plus qui, en termes d'image de marque, va valoriser la démarche de la marque et donc, dans l'esprit du client, aura un impact positif. Je voudrais qu'on s'intéresse à ce marché plus général et à son avenir. C'est le Boston Consulting Group qui nous dit que le marché de la seconde main pourrait atteindre 360 milliards de dollars d'ici 2030, croissance 3 fois plus rapide que celle du neuf. Est-ce que, par exemple, une période inflationniste, j'espère qu'on ne va pas vivre la même période inflationniste qu'il y a 4 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, est-ce que c'est un accélérateur de seconde main, enfin de bascule vers la seconde main? J'imagine que oui, mécaniquement. Mécaniquement, oui, puisque 50% des achats sur la seconde main sont liés au prix. prix. D'accord. Bon, on ne va pas souhaiter qu'il y ait une longue période inflationniste qui puisse développer le seconde main. Quels sont les autres leviers qui expliquent cette croissance annoncée là par le Boston Consulting Group? Nous, ce qu'on analyse, c'est que dans les profils des personnes qui achètent de la seconde main, il y a 3 profils. Il y a les profils d'acheteurs liés au prix, c'est à peu près 50% de ces profils. Ouais. Il y a 25% des clients qui, en fait, sont passionnés par la mode vintage et le côté d'être dans une démarche où je vais dénicher l'opportunité, dénicher la pépite qui n'est plus disponible sur le marché aujourd'hui. Et puis, il y a 25% des clients qui le font dans une démarche écologique. C'est pas le premier argument. Ça dépend des profils. On va pas se mentir. Ça dépend des profils. C'est pas la première raison d'achat, parce que 50% c'est le prix, mais c'est quand même un quart des Est-ce que c'est générationnel? Peut-être que je suis à côté de la PAC. Plus on est jeune, plus l'argument environnemental compte, ou alors au contraire, je pense que plus on est jeune, moins on a de pouvoir d'achat et plus l'enjeu du prix compte. Je pense que le côté générationnel est avant tout lié à l'expérience client. Parce qu'en fait, si on prend un peu de hauteur sur le marché, la seconde main, ça a toujours existé. Au départ, l'offre de seconde main, elle est disponible uniquement dans des fripes. Et tout le monde n'a pas envie d'aller fouiller dans des fripes un peu poussiéreuses et parfois aux odeurs douteuses. Mais ça a permis quand même d'installer une certaine forme d'usage. Et cet usage a été très fortement accéléré par les grandes plateformes. Des plateformes comme Vinted, Vestiaire Collective, Le Bon Coin, elles ont eu le mérite de créer des expériences clients qui ont facilité la démarche de revente et d'achat de seconde main avec un certain nombre de freins qu'elles ont réussi à lever. Pour autant, et donc ça a permis notamment une plateforme comme Vinted de cibler une clientèle très jeune. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes ont presque, avant d'avoir un compte en banque, un compte Vinted qui sert de deuxième compte en banque. Oui, oui, effectivement. Avec, là, je vais m'appuyer sur une autre de vos citations. La seconde main peut vraiment être une réponse à la fast fashion et à ses dérives. Vous avez commencé à l'évoquer. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de de cette déflagration que provoque la fast ou l'ultra fast fashion, notamment en France. En quoi la seconde main, ça peut remettre en cause le modèle de la fast fashion? Je pense que c'est permettre aux marques de développer des offres d'accessibilité en termes de prix qui vont permettre d'aller récupérer des parts de marché d'une marque à l'autre. L'enjeu d'une marque, à partir du moment où elle lance une offre de seconde main, c'est à terme être capable de monitorer. On parle beaucoup au départ de lifetime value du client. Donc, quelle valeur je vais être capable de générer sur un seul et même client. Mais la question demain, c'est quelle valeur je vais être capable de générer sur le même produit. Et donc, à partir du moment où on sera en train de raisonner sur une valeur par produit, les marques auront un enjeu fort à créer des produits toujours plus qualitatifs, toujours plus désirables, qui dureront plus longtemps parce qu'elles pourront gagner plusieurs fois de l'argent là-dessus. Oui, donc ça, c'est effectivement un contre-modèle par rapport à l'ultra fast fashion. Okay. Et de l'autre côté, il y a le sujet du prix, des produits qualitatifs à un prix abordable, qui, en fonction du positionnement de chaque marque, pourront aller chercher des parts de marché sur la marque au positionnement inférieur. Là où je vais acheter... en fait, la seconde main est un moyen d'accéder à des marques plus haut de gamme. Oui, c'est ça. Votre démonstration, elle vaut pour les marques de luxe ou les marques haut de gamme. Mais pas forcément, parce qu'à partir du moment où on travaille avec des marques qui vont être plus sur un positionnement middle market, avec une valeur de produits neufs qui est à 50 €. À partir du moment où vous vendez de la seconde main et donc des produits en seconde main que vous allez pouvoir acheter 25 €, d'un coup, vous êtes commencez à concurrencer la fast fashion. Avec la fast fashion et parfois l'ultra fast fashion, si on tient compte en plus des taxes
qui vont être ajoutées pour la mise sur le marché de ces colis. Ouais, donc vous pensez que la réponse justement réglementaire, elle était un peu tardive quand on voit le nombre d'enseignes qui sont tombées, mais elle cible juste? Nous, on ne se concentre pas sur les réponses réglementaires, parce que si on attend le règlement, on risque de passer à côté d'une partie de notre développement. On est plutôt très convaincu par les sujets d'expérience client. Et on pense qu'à partir du moment, et nous, c'est ce sur quoi on met l'accent quand on discute avec nos clients, c'est le sujet de proposer un service qui est différenciant sur la seconde main par rapport au service qui est existant, et qui est au même niveau que le standard du neuf. Et donc, à partir du moment où vous allez pouvoir acheter un produit de seconde main qui va être livré en temps, en heure, dans le packaging de la marque, qui a été authentifié et nettoyé, que vous allez pouvoir retourner, et qui a un produit d'une marque qui est plus désirable dans le temps, vous allez convaincre les gens qui, avant, ne voulaient pas acheter de la seconde main, de passer le cap, parce que finalement, ils vont avoir le même niveau de service et d'expérience sur la seconde main que sur le neuf, avec un produit qui garde une valeur émotionnelle beaucoup plus importante au fil du temps. Alors, si on parle d'impact environnemental, maintenant, d'impact écologique de la seconde main, il est réel ou alors il est un peu factice, parce qu'on peut aussi considérer que la seconde main, ça encourage la consommation, voire la surconsommation. Nous, on se concentre sur... Notamment avec des chèques cadeaux. Des chèques cadeaux d'une marque, c'est dans votre modèle. Non, mais continuer d'acheter du neuf, au bout du compte. Nous, chez Foam, clairement, on n'est pas là pour théoriser la décroissance. On veut plutôt aider à financer une croissance qui est plus vertueuse, et qui est plus vertueuse d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Le débat sur l'effet rebond, il y a à peu près autant d'études qui montrent ou démontrent l'impact positif ou pas sur le sujet. C'est moins cher, donc je vais m'en acheter 2 au lieu d'1, quoi. En tout cas, il y a pas mal d'études qui disent un peu, qui sont assez contradictoires. Et nous, ce qu'on mesure, c'est que on a réalisé l'analyse du cycle de vie d'un vêtement via notre modèle. Un vêtement reconditionné par Foam, c'est à peu près 3,2 kg de CO2 émis. Et donc, c'est là où un vêtement neuf mis sur le marché, c'est en moyenne 30 kg de CO2. Et donc, nous, ce qui est vrai, c'est que la carte cadeau donne la possibilité aux clients de racheter sur la seconde main ou sur le neuf. Mais en moyenne, pour 2 produits repris, donc en moyenne, quand un client revend ses produits, il va le ramener 2 produits. Donc on va mettre sur le marché 2 produits de seconde main, VS un seul produit qui va être acheté sur le neuf. Et donc quand on fait la somme des chiffres d'affaires qui sont réalisés, et quand on regarde l'intensité carbone du chiffre d'affaires, ce qu'on mesure, c'est que chaque euro de chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'un programme de seconde main a une intensité carbone qui est réduite en moyenne de 40%. Ça, je vous ai un peu répondu, je crois, mais je veux bien qu'on creuse cette question-là. Est-ce que ça incite les marques à produire des vêtements qui vont durer plus longtemps ? C'est-à-dire à lutter contre cette obsolescence programmée dont on parle depuis tout l'enjeu. Des décennies. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est le sujet de la valeur émotionnelle du produit dans le temps. Nous, on voit très bien qu'en fonction d'une marque qui est plus ou moins luxe ou plus ou moins middle market, le taux des décotes d'un produit de seconde main versus le neuf est moins important sur un produit haut de gamme, parce que le produit garde plus de valeur dans le temps. Ça peut être un peu le même rationnel sur l'automobile pour certains constructeurs. Et donc, j'ai un peu perdu le fil de la question, c'est est-ce que ça pousse à créer des vêtements plus durables Et donc, avec les nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, avec l'évolution technologique, les systèmes de Digital Product Passport, où vous allez être en mesure, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une traçabilité très précise à un produit physique unique, vous allez pouvoir savoir combien de fois vous l'avez acheté et revendu, et donc vous allez pouvoir déterminer une marge unitaire sur chaque produit. Et donc, si la marque se dit que ce produit, je vais peut-être le revendre 5, 7 fois, et donc faire 5 ou 7 fois ce niveau de marge, j'ai tout intérêt à produire un produit qui va garder une valeur émotionnelle plus longue et qui sera en plus plus qualitatif. Comment vous luttez contre la fraude ou la contrefaçon ? Parce que ça fait partie des questions qui se posent quand on achète de la seconde main. Est-ce que je suis sûr que c'est la marque ? Et ben, c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec les marques. Quand on travaille avec des marques qui sont fortement soumises à la contrefaçon, on va être en mesure
de collaborer avec la marque, qui va pouvoir nous partager un certain nombre d'éléments, toutes ces bonnes pratiques en fait pour détecter les contrefaçons. La pratique la plus courante en général, c'est qu'elle nous partage ses fichiers de douane, donc les fichiers qui sont partagés aux douaniers pour détecter les contrefaçons. Et donc nous, à partir de ces fichiers, on va pouvoir les intégrer dans nos systèmes et dans les outils qui sont utilisés par les opérateurs en entrepôt. Et donc depuis leur interface, les personnes en entrepôt vont pouvoir scanner un produit, savoir qu'il s'agit d'une marque qui est sensible à la contrefaçon, et associé à cette marque-là, avoir un cahier des charges à suivre pour regarder tous les points de contrôle et déterminer avec certitude la contrefaçon ou non du produit. Il y a une forme de reconnaissance visuelle avec un peu d'IA dans l'équation, j'imagine. Alors, l'IA peut faire un premier filtre, mais on pense que les technologies ne sont pas encore suffisamment abouties aujourd'hui pour détecter 100% des cas d'usage. Et donc, nous, aujourd'hui, on va plutôt essayer de fluidifier les processus via l'intégration des bonnes pratiques qui faire gagner du temps aux personnes en entrepôt pour regarder les bons points de contrôle, qu'avoir des solutions qui sont 100% IA. Est-ce que vous avez encore des marques récalcitrantes? Est-ce qu'il faut encore évangéliser ou convaincre? Il y a évidemment encore beaucoup de marques à évangéliser. Nous, on est convaincus qu'on est au tout début de l'histoire et que la seconde main, dans 10 ans, aura passé un cap très significatif par rapport à l'état des lieux actuel. Je pense notamment aux marques de luxe qui aujourd'hui sont... En fait, les marques de luxe, elles sont davantage dans le temps long. Elles ont construit leur réputation pour la plupart dans le temps long et les sujets d'image de marque sont encore plus sensibles que pour d'autres marques et donc elles ne prennent absolument aucun risque et pour sur ces l'instant, sujets. elles considèrent encore que la seconde main est un risque. Je pense que pour l'instant, elles sont observatrices et elles essayent de justement bien définir, bien cartographier 100% des risques avant d'y aller et définir une approche qui peut être un peu plus spécifique aux besoins du luxe et notamment au sujet de la curation de l'offre, qui est un sujet très important. De l'offre Souvent, l'enjeu pour une marque de luxe, c'est d'être en mesure d'expliquer qu'un produit de luxe mis sur le marché est un investissement qui maintiendra sa valeur dans le temps. La réalité, c'est que sur 100%, sur un catalogue d'une marque de luxe, 100% du catalogue d'une marque n'est pas un investissement. Il y a beaucoup de pièces qui perdent de leur valeur. Donc l'enjeu d'une marque de luxe, d'un point de vue image, c'est d'être capable de démontrer ou en tout cas de valoriser l'offre de produits qui va se maintenir dans le temps et donc de contrôler encore plus précisément l'histoire qu'elle va raconter, de valoriser également les sujets d'héritage et de transmission, et donc d'être certaine que les technologies qu'on va leur mettre à disposition vont permettre de remplir ces cases-là. Combien vous accompagnez de marques aujourd'hui? Aujourd'hui, on accompagne une quarantaine de marques, en France, en Europe, au Royaume-Uni également, des marques comme Paul Smith, Victoria Beckham. Et l'enjeu, c'est bien sûr d'être capable de les accompagner sur l'ensemble de leur géographie. Donc on fait à peu près 50% de nos revenus à l'international, en Europe, au Royaume-Uni et bientôt aux États-Unis, puisqu'on va avoir un nouvel entrepôt qui va ouvrir sur cette région. Ce que je comprends, ça fait une vingtaine de minutes qu'on discute, c'est qu'avec l'outil que vous proposez, est-ce qu'on est dans une forme de standardisation de la seconde main? Ou est-ce que finalement, vous dites attention, ça pourrait être un piège, quoi? Je ne crois pas qu'on va être dans la standardisation, parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'exemple du e-commerce, il y a des entreprises qui ont développé des logiciels pour permettre aux marques de lancer leur activité e-commerce et aujourd'hui de la développer. Aujourd'hui, les expériences e-commerce peuvent être assez différentes d'une marque à l'autre. Il y a évidemment des choses en commun. J'ai un catalogue et je peux acheter un produit et payer avec différents moyens de paiement, mais toute l'expérience derrière va être finalement très contrôlée par chaque marque, et c'est ça qui fait en fait l'ADN de la marque, l'identité de la marque, c'est sa capacité à coller sur une expérience e-commerce à ses valeurs, ses enjeux et sa désirabilité. Et donc sur la seconde main, c'est pareil, on fournit un certain nombre d'outils, mais derrière, le contrôle, il reste côté de la marque, le contrôle de l'image, le contrôle de la stratégie du prix, le contrôle de la communication. C'est ça qui fait une marque, en fait. Le contrôle de ses produits, de l'offre qu'elle va créer. Et donc, à partir du moment où vous avez un contrôle sur ces paramètres, il y a autant de
de différences possibles que de marques. La seconde main, justement, on parlait de communication, la seconde main un peu greenwashing, c'est-à-dire comme argument marketing, est-ce que vous avez été confronté, alors vous n'allez pas nous les citer évidemment, mais par des clients qui disent « Ah bah tiens, oui, on va le faire parce que ça va nous verdir un peu, quoi ». Je ne sais pas si elles l'ont fait dans cet objectif de verdissement, parce que assez rapidement, on a été capable de prouver que l'intensité carbone d'un programme de seconde main était réduite par rapport à... Mais après, il y avait un sujet d'image et de être le premier à prendre la parole sur ce sujet. Et c'est vrai que quand on a lancé notre activité avec nos premiers clients, on a clairement senti que les premières marques qui prenaient la parole avaient un écho beaucoup plus puissant, qui servait évidemment leur image, mais je ne sais pas si c'était vraiment dans une logique de verdissement, parce qu'aujourd'hui, le bashing sur ces sujets-là et le retour de manivelle peut être tellement puissant que les marques sont très frileuses à trop prendre la parole sur ces sujets sans derrière checker que tout est bien mesuré avec de la preuve. Exactement. Merci beaucoup, Aymeric Deschamps, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation.